Bonjour les amis, bienvenue sur C17 en direct depuis ce café que nous affectionnons quand il s'agit de faire des belles rencontres, le Café de la Paix, où pour des raisons de confinement, nous n'étions pas venus depuis quelque temps déjà. Aujourd'hui, c'est une très très belle rencontre que je vous propose avec un type qui a une patate grosse comme ça. Il s'appelle Julien Bouillet, il a 44 ans, c'est un pur produit Rochelais et il est parti un jour tenter sa chance sur Paris, fort de son expérience dans le domaine du graphisme, parce que c'est un dessinateur de BD, son métier. Et comme toujours, quand on passe par la case de La Rochelle, forcément on est curieux de son histoire. Lui s'est immergé dans l'histoire de La Rochelle au travers des cartes postales qu'il ne connaissait pas, qu'il s'est mis à coloriser. Et depuis, sur le net, il fait un tabac, des centaines l'ont rallié, de gens qui disent « mais je me souviens, mais je me souviens ». Donc on va voir avec lui. Julien, bonjour. Bonjour Denis, merci de m'avoir invité. Je vous en prie, on va voir avec vous comment, comment vous tombez dans le graphisme, comment vous faites de la BD, etc. Puis comment tout à coup l'histoire de La Rochelle traverse votre vie. Et vous êtes aujourd'hui un étendard, un porte-étendard d'un tas de gens qui découvrent l'histoire, qui la racontent même d'ailleurs, mais par le petit bout. Et ça intéresse très fort les historiens. Alors d'abord, il y a 44 ans, vous naissez, vous êtes Rochelais. Et puis le dessin arrive dans votre vie. Ça arrive comment le dessin dans votre vie ? Le dessin, j'ai toujours dessiné depuis l'âge de 12 ans. Ça a été une passion qui est née à travers une envie de s'exprimer. L'image m'a toujours captivé. Ouais. Et Qu'est-ce que vous dessiniez ? Alors, c'est pendant les cours qui ne vous intéressaient pas, vous grattiez quoi ? Des maisons, des paysages, des bonhommes ? Non, j'avais toujours cette fascination de dessiner, de croquer ce que je percevais, l'image qui était devant moi, des personnages, des tronches, voilà. Et c'est quelque chose qui m'a toujours habité, l'envie de dessiner, l'envie d'aboutir sur une image, voilà. Ouais. Et Il y a un moment, une circonstance particulière, c'est avec votre grand-mère, je crois, non ou... oui, alors en fait, disons que j'avais initialement, j'ai eu des parents plutôt qui avaient un gros écart d'âge, 25 ans, et qui, voilà, c'était compliqué, donc ça m'a réfugié dans cette forme artistique. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours une exigence pour l'image, et cette exigence qui m'a conduit à la colorisation, finalement, petit à petit, voilà. Dites, alors quand même, pour donner du rebond à des vies, il faut faire des belles rencontres. Il y a une belle rencontre que vous faites très tôt, et c'est elle est fondatrice, c'est la rencontre avec Titeuf. Ça, alors là... Ah oui, effectivement, quand ma grand-mère un jour m'emmène au festival d'Angoulême, effectivement, là, justement, j'ai 12 ans et je rencontre pour la première fois un dessinateur de BD qui est Zep, et Zep, donc créateur de Titeuf, et qui me fait une première dédicace. Donc je vois la première fois quelqu'un dessiner, un professionnel, et il me donne l'envie d'aller plus loin et de me dire pourquoi pas moi, et voilà. Je pense qu'on regarde des images, parce que alors, vous êtes aujourd'hui pro, vous êtes sur le point de sortir un bouquin, un album, là, on va voir. On regarde des images, par exemple, cette image de cow-boy, là, alors comment il vient ce personnage ? Il est dans le cadre d'une histoire ? En fait, quand on est dessinateur, il y a une grosse culture cinématographique. C'est-à-dire que je regarde beaucoup de films avec une envie de m'imprégner de codes qui alimente les histoires finalement. Le cow-boy fait partie d'un de ces codes et j'avais envie de dessiner un visage qui m'est venu comme ça et voilà, l'envie de concrétiser. Alors vous êtes plutôt un dessinateur gentil, de personnages gentils, ou un dessinateur de personnages méchants ? Des fois il y en a qui se spécialisent comme ça, parce qu'ils aiment bien faire sortir les traits de la méchanceté ou les traits au contraire de là. J'aime bien les personnages qui sont en réalité un peu des deux. C'est-à-dire que j'aime bien les faciès gentils, le côté un peu manichéen, des personnages qui ne sont pas toujours forcément préétablis. J'aime bien le côté gentil qui devient méchant pour des raisons justifiées. J'aime en fait à travers eux l'humain, vraiment l'aspect humain de mes personnages, quoi. Alors, on peut penser avec l'âge que vous avez forcément été curieux de la BD japonaise, les mangas. Alors je ne sais pas si vous aimez ça, si vous faites ça. En tout cas, vous avez là à un moment dessiné des villes qui étaient quand même très futuristes et puis un peu manga. On en a une à l'image là. Oui, effectivement. Alors, cette image de cette ville est issue d'un projet sur lequel je travaille, donc, qui va être intégré dans un album qui va sortir aux éditions Glénat et Vent d'Ouest, donc l'année prochaine. Là, c'est effectivement une histoire d'anticipation. Je ne peux pas trop en parler, mais voilà, c'est un gros récit sur un récit d'anticipation. Voilà. Alors entre le cow-boy et puis là, alors du coup, on ne livrera pas plus sur ce projet là, un peu futuriste, etc. Il y a deux personnages que vous avez dessinés. Moi j'aime bien, il y a un côté un peu Conan, etc. Un homme, une femme. Je vous verrais bien là-dedans. Oui, effectivement, l'histoire que je défends, c'est l'histoire d'un couple qui veut sauver son enfant. L'intrigue de base, c'est ça. À travers une histoire
C'est difficile, je peux pas trop en parler. Après, je suis coincé par rapport aux restrictions éditoriales. Ouais. Mais voilà, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est monsieur et madame tout le monde. J'aime pas traiter d'un héros, j'aime plutôt l'anti-héros. Je pense qu'il y a plus de choses à creuser dans cette direction. Après, chacun sa sensibilité. Mais en tout cas, voilà, je suis plus intéressé par défendre une identité classique. Là aussi, à votre âge, et puis dans les métiers que vous faites, il vaut mieux passer par la case Paris. La case Paris, vous l'avez fait, mais ça vous a saoulé. Vous êtes de retour à La Rochelle. Oui, effectivement, très attaché à mes origines. Paris, c'est un rythme qui est hyper intense. C'est des exigences en permanence qui sont très intellectuellement lucratives. C'est-à-dire que j'ai appris énormément là-bas, mais au bout d'un moment, vous saturez fatalement. La vie change. À un moment donné, je me retrouve à la trentaine, la quarantaine. J'ai établi ma famille. Donc à un moment donné, je ne pouvais plus aller sur Paris. C'était compliqué en tout cas. Et puis quand on est né à La Rochelle, le retour à sa bonne Rochelle, ça prend de l'allure, y compris pour ses enfants. On est fiers, on va les ramener dans un contexte. Et puis alors surtout, on retrouve l'histoire, le goût de l'histoire, la passion soudaine de l'histoire. Comment vous tombez dans cet univers de cartes postales? Les gens adorent ça, les cartes postales anciennes. Quand vous fréquentez les brocantes, souvent vous fouillez, vous regardez, ça rappelle des souvenirs. Comment vous plongez et pourquoi le besoin de les coloriser et c'est quoi toute cette communauté qui vient de s'installer sur Facebook autour des petites histoires de La Rochelle? Alors, ça c'est une grosse aventure complètement hasardeuse. C'est-à-dire qu'en gros, je suis une sorte de victime de la Covid. C'est-à-dire que durant le premier confinement, on se retrouve comme tous enfermés au bout de 48 heures. Du temps à tuer. J'ai toujours un attrait pour l'histoire rochelaise notamment, connecté avec l'histoire rétaise notamment via l'histoire des Forçats. Ça a toujours été une histoire qui m'a intrigué d'envoyer des types comme ça en Guyane, en Nouvelle-Calédonie. Et puis, durant le confinement, je me retrouve à me dire, tiens, pourquoi pas, je vais approfondir mes connaissances sur le passé de la Charente-Maritime, son patrimoine, sa culture. Et je vois par hasard un post d'un ami qui publie sur les fontaines de Vénérand, que je redécouvre complètement par hasard. Je me dis, mais je me souviens d'avoir visité ce lieu. J'ai un attrait pour les vestiges gallo-romains et je dis à ma femme, il faut absolument qu'on le voit. Et puis, Ils sont spectaculaires, c'est monumental. Les gens, les fontaines, ils pensent qu'il va y avoir un petit robinet avec un petit abreuvoir. Pas du tout, on descend dans la terre et s'ouvre là une grande bouche et qui nous conduit au système d'eau d'aqueduc qui conduit à La Rochelle ensuite. À La Rochelle, à Saintes, puisque c'était l'aqueduc romain. Oui, c'est ça, exactement. Et forcément, c'est un site que je conseille à tous. Et puis arrive en fait le déconfinement. Souvenez-vous, on avait le droit à 20 km. Puis le département, les médias sont les choux gras de promouvoir l'engouement qu'ont les locaux pour enfin découvrir leur département. Et ça m'échappe un peu malgré tout. Et comme tout bon Rochelais, à la fin du déconfinement, je me dis avec ma femme, viens, on va dans l'île Dorée. Et puis, tous les dimanches, vous prenez la bagnole, direction une destination. Et fatalement, oui, voilà, c'est ça. Je vais échapper à l'île Dorée, je vais à vouloir découvrir les fontaines de Vénérand que je trouve absolument sublimes. Et là, tous les week-ends, avec évidemment une destination autre, mais je fais toujours une halte sur les châteaux, les sources, les lavoirs. Enfin voilà, tout ce patrimoine que j'ai trouvé vraiment exceptionnel et captivant. Et il s'est avéré que, toujours loin de l'idée de créer une page Facebook là-dessus, je trouve un manque d'histoire, je manque d'informations. Je me réfère aux petits panneaux qui pullulent dans toutes les communes, c'est-à-dire celles qui vous expliquent l'historique de chaque édifice. Des panneaux plus ou moins cassés, plus ou moins à la bonne place, plus ou moins bouffés par le soleil. C'est un peu l'idée, c'est ça. Et besoin de combler ce manque de connaissances. Et pour ce faire, je m'inscris sur des pages Facebook et je découvre effectivement des historiques. Et c'est là que la première incidence, en fait, je vais me faire enfermer par un piège que je n'ai pas vu venir. C'est à travers justement mon exigence de l'image, à travers mon métier, c'est ces images monochromes. C'est-à-dire que je me retrouve face à des images qui, pour moi, bien que les images en noir et blanc sont vraiment ont une valeur inévitable, mais je sens que je peux lui apporter quelque chose de plus en lui rapportant de la vie à travers des nuances, des couleurs. Et donc voilà. Julien, parmi les premières qui vous secouent là, et vous voyez que ça secoue les gens, et vous vous dites tiens, il y a du poisson au bout, je mets mon petit hameçon, puis je vois bien que ça frétille au bout, c'est la rue du Palais. Alors, on va voir dans quelques instants quelques-unes de ces images que vous avez pris nature, que vous avez recolorisées, mais la rue du Palais, celle-là on ne l'a pas, mais elle était fondatrice là du coup, dans votre compréhension. Oui, effectivement. En fait, ce qui se passe, c'est que je prends un soir, et à titre totalement personnel, et loin de l'idée de vouloir la partager sur Facebook, une image de la rue du Palais que je colorise. Et le résultat me permet de me projeter en arrière et effectivement je me dis pourquoi pas la partager, voilà, on verra bien. Et il y a un engouement réel et le premier piège qui se referme, c'est
le partage de la mémoire collective. C'est que d'un coup, on se retrouve donc rue du Palais avec des gens qui me disent voilà, là j'ai rencontré Mitraillette qui m'a mis, pardonnez-moi l'expression, m'a mis un poisson dans la gueule parce que j'ai osé lui demander s'il était frais. Là j'ai fait mon apprentissage dans ce garage à vélo avant Alain le bijoutier. Eugène Fromentin avait encore son fusil, etc. Donc la mémoire d'un coup rejaillit et c'est quelque chose qu'on retrouve d'une façon rare dans les livres. On retrouve beaucoup d'historiques, mais comment dire, la mémoire collective, c'est quelque chose qui appartient à chacun et qui échappe fatalement. Alors on va passer quelques petites images, là, tout de suite vous allez comprendre, vous allez dire, ah ben oui c'est vrai, moi dans les années 50 j'ai fait ci, 40 j'ai fait autre chose. Regardez par exemple toutes ces fermes, parce qu'il n'y a pas que les lieux, il y a la façon dont c'est habité par les gens, puis les métiers de l'époque. Et là on en a un, il y a des femmes au pied de la tour, c'est la tour Saint-Nicolas je crois, qu'est-ce qu'elles font ? Alors c'est un retour de pêche de la morue. En fait, ce sont des poissonnières qui viennent chercher leurs poissons. Ce sont des clichés colorisés de Eugène Augustin et qui datent de 1910, je crois, si je me souviens bien. Et voilà, ce sont des scènes de vie incroyables. Julien, pourquoi mettre de la couleur ? Parce que finalement, j'aurais pu rester en noir et blanc. C'est votre plaisir de colorier d'enfant ? Ou non, pour vous, ça apporte des trucs, ça les rend plus actuels ? Disons que c'est ramener la réalité au premier plan. C'est-à-dire qu'à un moment, le monochrome, c'est très bien, mais ça camoufle les détails. Et la couleur révèle justement tous ces détails un peu bouffés. Là, ici, il y avait des arbres avec des feuilles gris foncées. C'est compliqué à comprendre le mouvement. Les nuances sont importantes pour révéler la vie. Et en colorisant ces clichés, finalement, je restitue une valeur presque historique, alors quitte à avoir des désaccords avec d'autres personnes qui ne jurent que par le monochrome, et je les comprends complètement, j'adore le monochrome, mais je révèle vraiment la réalité d'un jour de 1910, c'est ça qui m'intéresse. Alors là par exemple on a à suivre la grosse horloge, une image de la grosse horloge que vous avez du coup là aussi recolorisée. Parfois c'est agrémenté sur internet quand on regarde, parce que tous les jours vous en postez, tous les jours il y a tel endroit, tel l'autre, telle situation, puis il y a des fois des petits commentaires historiques, il y a la petite explication, il y a des gars qui bossent avec vous ? Alors oui, il y a deux personnes qui travaillent avec moi, que j'ai rencontrées virtuellement, on ne se connaît absolument pas, ce sont Michel et Patricia, qui sont respectivement pour l'histoire, Michel est une ancienne institutrice retraitée, et c'est une ancienne élève, Patricia, qui l'a invitée sur cette page, et se sont retrouvés intellectuellement sur cette page, et on partage avec des sensibilités totalement différentes et très complémentaires notre vision de la Charente-Maritime, et voilà, font un boulot vraiment extraordinaire. Alors on a une dernière image qu'on vous présente, c'est la porte Saint-Nicolas. Alors elle aussi, regardez, avant, après colorisation. Et puis il y en a une que vous avez mis, on ne l'a pas ici, qui donne à voir comment, entre la tour Saint-Nicolas, donc la grande tour, et puis la place de la Motte Rouge, aujourd'hui la place Saint-Nicolas, il y avait le mur de fortification qui passait par-dessus le Gabu, qui n'existait pas, mais c'était le mur de fortification. Alors là, quand on voit ça, on a envie vite de sortir chez soi et d'aller voir sur place. Ouais, c'est effectivement, le Gabu, donc c'est à la place de l'actuel Gabu. Mais on se retrouve effectivement avec un édifice incroyable et lieux qui ont été complètement métamorphosés. C'est-à-dire la porte Saint-Nicolas a été détruite aux alentours de 1920 et on se retrouve avec des photos qui sont... on ne reconnaît plus les lieux. Voilà. Julien, petite performance pour conclure les amis sur cet engouement que vous avez suscité. Déjà, vous avez colorisé quasiment 900 cartes 900 cartes postales qui correspondent à des points d'histoire de La Rochelle. Puis surtout, vous avez fixé combien de personnes sont fixées derrière vous et attendent le rendez-vous quotidien ? Alors, en tout, aujourd'hui, la page existe depuis 5 mois. On va arriver à 5000 membres inscrits. Après, pour moi, ce qui est intéressant, c'est pas le nombre d'inscrits, mais c'est vraiment la convergence de cette mémoire collective. Et oui, après, il y a un côté éphémère sur Facebook c'est la problématique de ce support-là. Mais en tout cas, ça permet de rencontrer des gens pour vivre une vraie aventure humaine. Voilà, c'est ça qui est fantastique avec cette histoire de Facebook et ces cartes postales, c'est que très vite, vous prenez un téléphone, vous appelez l'autre, et puis tout un réseau se constitue de gens qui ont vraiment La Rochelle dans le sang, et vous avez de l'énergie, et le dessin leur a permis. Merci Julien pour cette belle rencontre, les amis. Vous regardez sur Internet, dès que vous voyez des photos colorisées, des cartes postales colorisées, c'est Julien. À très bientôt sur C17, toujours en direct.